portrait d'un artiste, d'un musicien, dans une période historique compliquée. Et ce moment-là de la vie de Django me semblait vraiment intéressant. Bon, j'ai une histoire un peu personnelle avec Django. Mon père en était un grand amateur. J'ai écouté pas mal quand j'étais jeune. Mon père me disait aussi que pendant la guerre, il avait 18 ans, il me disait que c'est une musique qui nous faisait oublier la guerre. Et ça m'a semblé intéressant d'avoir cette thématique justement de l'artiste qui pendant la guerre continue à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire jouer de la musique quoi qu'il arrive, et que cette musique soit un peu son ultime moment et son ultime sentiment de liberté et d'existence dans un monde très chaotique. C'est une façon aussi un peu de parler par réflexion, un peu d'une situation d'aujourd'hui qu'on peut peut-être connaître dans beaucoup de pays du monde où c'est compliqué pour les artistes de continuer à faire leur travail, de continuer à... Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire si jamais on joue devant des ennemis, est-ce qu'on se compromet ou est-ce qu'on continue au contraire à... Voilà. Donc toute cette thématique dans la vie de Django me semblait vraiment intéressante. C'est pour ça que j'ai vraiment fait je voulais pas faire un biopic traditionnel avec toutes les époques de sa vie. Et ça me semblait bien justement de pouvoir faire de la fiction à l'intérieur de cette période. Le jazz et le swing, c'était vraiment la grande musique populaire de l'époque. Donc il fallait trouver un moyen de l'autoriser, mais sous certaines conditions. Donc ils avaient dicté ces règles absolument absurdes. Alors après il y a la fiction, c'est-à-dire dans le film, la façon dont ils les disent à Django, au moment du concert, etc. Ça c'est de l'ordre de la fiction. Mais c'est vrai que le jazz était quand même sous surveillance. La musique des Azous. Voilà, les Azous par exemple. La scène avec le club des Azous, effectivement, ils étaient obligés de se cacher parce que c'était une musique qui était métissée, qui était libre, et donc il fallait pas, voilà, on pouvait pas faire n'importe quoi avec cette musique. Comme la plupart des gens, je connaissais Django sans le connaître. J'avais entendu certains de ses morceaux, j'aimais beaucoup. Je pensais qu'il lui manquait 2 doigts, comme la plupart des gens. Voilà, je ne savais pas que sa main était brûlée. J'avais quelques petits indices comme ça qui déjà en faisaient pour moi un personnage haut en couleur et hors du commun. Je suis passionné de musique, donc je me suis tout de suite dit qu'il y avait moyen de réunir un peu mes 2 passions du cinéma et de la musique avec ce projet. Et tout ça, c'était avant de découvrir le scénario écrit par Étienne. On s'est d'abord rencontré avec Étienne. Il m'a donné son scénario à main propre, que j'ai lu le soir même. Et j'ai pas eu du tout de questions, en fait, c'était une évidence. J'ai beaucoup aimé le fait que ce ne soit pas justement un biopic, que Django n'était pas si connu, enfin c'est pas un personnage si proche de nous, on n'a pas beaucoup d'images, donc il y avait moyen de ne pas être dans l'imitation et de vraiment créer quelque chose. Et pour moi c'était un type de challenge que j'attendais, de pouvoir préparer un rôle pendant environ une année et d'avoir finalement à construire un rôle très différent du quotidien, des gens du quotidien que j'ai souvent l'habitude d'interpréter. C'était une montagne à gravir, quoi. Cette préparation, elle a été immense pour vous, parce que justement, la guitare, c'est tout à fait crédible, et puis en même temps, je crois que vous nous aviez dit à Avignon qu'il y a des morceaux que vous interprétez, que vous pouvez interpréter. Oui, alors pas maintenant, mais, oui. Et puis très sincèrement, pour ce qui est des chorus, non, mais pendant une partie de la préparation, je reprenais les bases et j'avais comme cible presque de réussir à jouer comme Django. Et mon prof, qui est un très très bon pédagogue, m'a dit, mais tu sais, si tu penses comme ça, tu vas te faire mal, parce que même au bout de 25 ans, tu joueras jamais comme Django. Là, tu as 1 an pour préparer le rôle, donc il faut te préparer à jouer Django. C'est ce que j'ai fait pendant une année. Mais j'ai beaucoup aimé, on parle d'immense travail et tout, mais moi je trouve que ce temps de préparation, c'est vraiment un temps que j'aime beaucoup, que j'ai connu plus au théâtre, dans des répétitions plus longues, et au cinéma, on a vraiment souvent l'habitude de sauter à pieds joints dans les rôles. Et ce temps de préparation, c'est un temps aussi de rêverie, un temps de rencontre avec le personnage avant d'être dans cette urgence du plateau. Et donc, voilà, j'ai travaillé, mais je l'ai vécu
Enfin, en gros, il n'y a pas 36 métiers qui vous demandent de jouer de la guitare pendant un an. Je n'ai pas participé au choix des acteurs. En revanche, j'ai participé aux rencontres avec d'autres acteurs et avec Étienne et le directeur de casting, Stéphane Battu, on a rencontré des musiciens à Paris. On est allé à Forbach dans une communauté manouche, rencontrer des gens. Et après, il s'est avéré qu'il y avait des essais filmés, enfin des petits moments filmés dans ces rencontres-là. Et que c'était bien pour Étienne de nous voir ensemble. Non, les musiciens, les acteurs, c'est moi qui les ai choisis parce qu'on avait fait, nous, un grand casting assez large. Ce qui était très important pour moi, c'est que Reda soit entouré de réels musiciens, pour qu'il soit porté dans les scènes et que même s'il ne joue pas comme un musicien avec toute l'expérience que peuvent avoir les autres, il soit complètement porté par la musique. Donc le choix des musiciens, ça c'est des acteurs, c'est moi qui l'ai fait. Et après Reda a beaucoup travaillé avec eux dans des répétitions, dans des séances de répétition. Et c'est ça aussi qui donne ce sentiment qu'ils sont en train de jouer. Parce que si j'avais demandé à des acteurs qui n'étaient pas musiciens parce qu'ils avaient une bonne tête ou le bon caractère de le faire, ça n'aurait pas marché. Voilà. Et pareil pour les gens de Forbach, la communauté des Tziganes. En fait, j'avais deux peurs au-delà de Django dans ce rôle-là. C'était qu'on ne croit pas que je suis musicien et la deuxième, qu'on ne croit pas que je suis manouche. Et donc ces répétitions-là, en fait, je me suis senti invité et par les musiciens, qui sont des musiciens professionnels de jazz, qui jouaient avec moi en me faisant croire que j'étais Django, et par les manouches que j'ai commencé par rencontrer chez eux et qui me disaient « mais oui, regarde ». Et ils m'appelaient Django d'ailleurs déjà à ce moment. Donc voilà, ils m'ont débarrassé de ces deux poids que j'avais sur chaque épaule. Vous, Cécile, le personnage de Django est un personnage justement qui pose un questionnement sur un artiste en temps de guerre. Vous, carrément, avec votre personnage, vous posez la position justement de quelqu'un de haut placé pour pouvoir jouer justement aussi avec les deux tableaux, on peut dire, donc pour composer. Donc comment ce personnage vous l'avez pensé, parce qu'il est emblématique aussi. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir cette ambiguïté chez elle. Qu'on ne sache pas très bien de quel côté elle se situe vraiment, alors qu'au fond d'elle, bien sûr, elle est pleine d'amour et elle se sert, elle utilise sa liberté, sa place de femme libre, et qui fait partie de l'intelligentsia artistique parisienne de cette époque-là, pour sauver la vie de Django, mais aussi de sa famille et aussi d'autres peut-être. Donc voilà, c'est le personnage de Lee Miller qui a été notre source d'inspiration, qui était une femme de terrain, qui était aussi photographe de guerre, qui a été mannequin avant d'arriver à Paris, qui a été la muse de Cocteau, de Man Ray, de Picasso, qui faisait un peu partie voilà, de cette bande-là, qui était dans le tourbillon de la danse, des nuits blanches de Paris. Et donc il y avait beaucoup d'éléments qui m'ont vraiment passionnée pour pouvoir vraiment construire Louise de manière fictionnelle, puisqu'elle n'existe pas, mais elle aurait très bien pu exister. Django a certainement rencontré le sosie de Louise. Donc, mais on s'est beaucoup amusé avec Étienne, avec Christophe Boucarne aussi, et après toute l'équipe avec Jeanne Milon, Pascaline Chavannes et Nelly Robin, de vraiment construire quelque chose de très pictural, de très iconographique. Et ça c'est vraiment passionnant. Ça c'est vraiment, pour une actrice, c'est toute l'essence même de ce pourquoi je fais ce métier. Voilà, c'est vraiment la construction, la création d'un vrai personnage en collaborant avec des grands artistes, des génies. Pour moi, tous ces gens-là, ce sont... Et sans eux, voilà, Louise n'existerait pas. Et donc c'était vraiment formidable que Étienne m'autorise de fabriquer de toutes pièces, puisque là, il n'y avait aucun document sur lequel qui m'aurait peut-être même emprisonné et empêché de m'amuser, voilà, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à ça, à créer Louise. Et c'est la première fois que vous faites ça? Vous travaillez de cette façon-là? Ah non, à chaque fois. Non, mais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je collabore avec les artistes de l'équipe et
Et donc, la direction, en fait, ce que je voulais, moi, c'était que ce soit un couple un peu iconique, c'est-à-dire qu'on sente tout de suite dans leur mode de fonctionnement qui venait de milieux très très différents l'un l'autre. Le personnage de Cécile, c'est exactement le genre de femme qu'a croisé Django avant la guerre, c'est-à-dire ces femmes qui venaient de la haute société parisienne, qui étaient très en contact avec le milieu de l'avant-garde de la musique, de la peinture, et qui étaient, voilà, pour qui le jazz était déjà l'avant-garde. Et donc c'est très inspiré aussi de personnalités féminines qu'il avait comme amantes avant la guerre, etc. Et donc ce couple, quand on les voit ensemble, il y a déjà quelque chose d'un peu iconique, d'un peu glamour, un peu comme un grand couple d'acteurs américains, parce que Django en plus était un grand fan du cinéma américain, il connaissait, il avait des références d'acteurs qu'il aimait, donc il avait ce rêve voilà, à travers de sortir un peu de son milieu, mais en même temps en étant toujours aussi rattrapé par son milieu, ses origines. Donc cette ambivalence, elle est très exprimée dans le personnage de Louise dans le film. je pense que ça a amené effectivement dans l'intrigue de l'histoire quelque chose de palpitant aussi. Comme dans toute histoire pendant l'occupation, ça amène aussi un questionnement et un doute. Je trouve ça intéressant. Il y a un personnage féminin dans le roman, mais qui est différent de celui de Cécile. Voilà, donc le roman est là parce que ça a été voilà, une source d'inspiration, mais c'est finalement assez loin du livre. Dans le film, à la fois il y a du bon, mais il y a aussi c'est ça qui m'intéressait, c'est une période qui est très trouble quand même. L'occupation en France, il y avait évidemment des gens qui étaient déjà très très ancrés dans la résistance, d'autres qui collaboraient, mais il y avait aussi toute une partie de la population qui vivait en se débrouillant. Voilà, donc c'était aussi bien Django que Cécile, Louise, c'est ce qui m'intéresse moi. Voilà. Et puis les Allemands, il y a aussi Dr Jazz qui est quand même un protecteur, qui est un personnage qui a réellement existé, qui était un officier allemand, qui a protégé beaucoup d'artistes pendant l'occupation et qui en même temps a été dominé par la propagande. Donc tout ça fait que voilà, rien n'est complètement ni noir ni blanc, mais on est dans des zones de gris avec des palettes assez larges. Je trouve ça toujours plus intéressant parce qu'on est finalement quand même plus proche aussi de ce que peut être la réalité, surtout à cette période-là. Et en tant qu'artiste, tous les trois, est-ce que vous êtes posé justement la question de savoir dans une période comme ça, jusqu'où vous seriez allé Vous voulez dire, est-ce qu'il fallait monter le film à Gérardmer? Non, mais par rapport à, en tant qu'artiste, voilà, justement, sous une occupation comme ça, jusqu'où vous seriez, voilà, à un moment donné, Django, lui, il y a une prise de conscience parce qu'il y a une scène très belle quand il est sur scène, justement, on voit pas le public avec les projecteurs. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est très métaphorique. Donc voilà, quand on est artiste, après quand on est lié à la réalité, donc c'est ce qui se passe dans le film, du coup c'est là qu'il prend conscience qu'il faut qu'il change de... Alors, vous, en tant qu'artiste, si des choses comme ça s'étaient passées, comment vous réagiriez? L'art, jusqu'où peut aller? Je vais te répondre, moi je réfléchis. Eh bien, s'ils auraient été Arletty ou Gabin, quoi, c'est ça. Hein? Est-ce que vous auriez été Arletty ou Gabin? C'est toujours facile de dire qui on aurait pu être. Et je pense que voilà, on peut se renvoyer la question les uns les autres. Quel journaliste, quel directeur de cinéma, quel conducteur de bus. Moi, je pense que pour le coup, tous ces artistes qui continuaient de faire leur travail pendant l'occupation de Paris, ce n'était en rien une façon de collaborer. Et la preuve, la musique de Django aidait les gens à tenir pendant la guerre. C'était une des choses que m'avait dit Étienne sur l'origine du projet. Après, Arletty, c'est autre chose parce que bon, elle disait mon cœur est français, mon cul est international. Là, on rentre dans des affaires intimes, quoi. Mais je comparerais plus Fernandel et Gabin dans ce cas-là. Fernandel qui allait manger au cercle chez les Allemands, qui faisait des pubs sur Radio Paris. Là, on est dans un cas de collaboration. Et Gabin, au contraire, qui part et qui s'engage dans les chars. Moi, je les comprends. Je le comprends, Django, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'au début du film, il est invendu et qu'il se rachète par le chemin qu'il va faire à Thonon et la manière aussi dont Louise lui fait prendre conscience du monde dans lequel il est autour de lui.
Et je pense qu'à toutes les époques, et aujourd'hui encore, on peut vivre dans l'aveuglement ou regarder un peu plus ce qui se passe autour de nous. Dans les Il y a une personnages anecdote, secondaires. juste pour finir, il y a une anecdote assez amusante quand même là-dessus, c'est que quand Django juste avant la guerre, au moment de la déclaration, il était en Angleterre, il était à Londres avec Stéphane Grappelli en 1939. Et Stéphane Grappelli a décidé de rester à Londres et de ne pas revenir à Paris. Et lui a décidé absolument de rentrer. Et il a toujours estimé que Grappelli était un fier prêtre, non, mais lâche, parce que ne voulant pas continuer à faire sa musique, alors que lui, c'était son boulot, et qu'il considérait que d'aller apporter ce qu'il savait faire aux autres était une forme de... Voilà. Après, il en a énormément bénéficié, c'est devenu une machine à succès sous l'occupation, c'est un des artistes les mieux payés, les plus importants sous l'occupation. Bon, après, il y a un système dans lequel il est rentré, et le critiquer, pas le critiquer, ça c'est encore un autre débat. Moi je ne suis pas là pour le juger sur ces questions morales. Par contre, en tant qu'artiste, je trouve ça très intéressant de questionner ça. C'est une femme que j'ai rencontrée quand je suis allé faire le casting à Forbach. Donc ils sont tous de la région d'ici. Forbach, on y va du reste demain pour une grande projection avec tous. Et je l'ai rencontrée au départ, je ne l'avais pas castée parce que la mère de Django était un peu plus jeune. J'avais casté une autre femme. Et puis au fur et à mesure, j'avançais dans la préparation, je me suis dit mais elle était tellement géniale, je l'avais dit tu auras un petit rôle, et puis au fur et à mesure, elle a tellement ébloui tout le monde dans les essais qu'on a fait avec elle, avec la costumière, avec Reda quand elle l'a rencontrée. Je me suis dit mais il ne faut absolument pas se priver d'une personnalité comme celle-là. C'est une femme, je crois que j'en ai pas rencontré beaucoup comme ça dans ma vie, 86 ans, une énergie, une vitalité, une malice absolument dingue. Et elle nous a tous emmenés avec elle, avec une affection et une intelligence incroyable. Et elle s'est révélée comédienne par nature. Elle est actrice et elle était danseuse et musicienne dans sa vie, exactement comme la mère de Django, qui était danseuse et musicienne. Donc tout ça collait parfaitement. Et que dire de plus que... Elle a amené aussi... elle a mis une vérité incroyable. Elle avait connu la guerre, elle n'était pas venue à Paris depuis 1945, quand elle est venue faire les essais costumes. Et à chaque fois sur le tournage, je me souviens d'une fois par exemple où on avait juste à marcher dans la rue et les camions avec les figurants soldats allemands, ça lui a fait un tel choc qu'elle arrivait, enfin c'était un effort surhumain pour elle de tourner la prise d'après, ça la mettait vraiment en larmes et dans des souvenirs d'enfance. Et je me souviens d'un moment de pause, on a des longues pauses pendant des changements de lumière, des choses comme ça, où on était au bord d'un poêle avec Cécile, avec d'autres personnes qui étaient là, et où elle nous racontait son histoire pendant la guerre. Et c'est sûr que, en gros, c'est une rescapée, enfin, elle a été complètement... toute sa famille c'est un a été miracle déportée. qu'elle ait survécu à ça. Et quand on allait tourner les scènes d'après, celles de ce jour-là et le lendemain, on était chargé d'autre chose, quoi, de jouer avec elle. Elle nous ramenait, on n'était plus dans une autre époque, quoi. C'était plus ici et maintenant. Django était un grand fan de musique symphonique, il aimait Bach, il aimait Bartók, il aimait Debussy, et c'est un projet qu'il avait depuis des années de faire une pièce symphonique qui rend hommage à sa communauté. Mais donc il a trouvé la force de le faire pendant cette période, ce qui donne tout son sens au film par rapport à mon sens, à l'évolution du personnage. Et donc Warren a fait cette pièce, qui n'est probablement pas ce qu'a fait exactement Django, mais en tout cas qui rend crédible cette œuvre. Et qui en tout cas a beaucoup ému. C'était très important pour moi de le faire écouter au Tzigane, David Reinhardt, qui est le petit-fils de Django, savoir qu'il m'a autorisé déjà à le faire, et ce qu'il en pensait. Et ils ont tous été, je sais pas, ça faudrait leur demander, mais totalement bouleversés par ce que ça exprimait, par la musique. Ils ont retrouvé quelque chose de... Donc Warren a vraiment visé juste sur la composition. Il était en symbiose. Voilà. Et dès le départ, vous étiez en contact avec la famille? Oui. 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 C'est un film, comme il y avait des droits musicaux, on est obligé de le... obligé, c'était en même temps, je voulais pas le faire normal, de toute façon, oui, voilà. Donc c'était normal, logique. Mais c'était important de le faire avec eux, bien sûr.
L'idée, c'était pas de trahir le personnage, mais en plus, comme c'est une période un peu compliquée, j'avais besoin aussi d'infos. Ils m'ont raconté des choses, des anecdotes. Par exemple, la fameuse phrase quand il dit vous connaissez la musique? Non, mais elle me connaît. Ça, c'est une phrase réelle de Django. Il avait répondu à un journaliste. Bon, bah, c'est eux qui m'ont rappelé cette phrase, donc je me suis dit, tiens, il faut absolument la mettre. Donc plein de choses qui ont nourri aussi le projet.